Et comme je vous l'ai annoncé, au cours des derniers jours, mon invité, elle est arrivée et je suis je me sens très choyée. Oui, qu'elle accepte de venir passer 1 heure avec moi. Il y a des gens comme ça qu'on se dit, wow! Et on va passer toute 1 heure. Et là, j'aimerais vous présenter Myriam Kayser. Allô, Myriam. Allô, Patricia. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je sais que c'est un peu un accouchement, hein, ce 3e ouvrage. Puis, je sais, non, je peux pas dire je sais parce que je l'ai pas. J'ai pas passé là, j'ai pas marché dans tes bottes, mais je me doute que ça devait être une libération, en quelque sorte, hein, d'écrire ce livre-là. De le sortir, ça devait être très shakeant pour toi à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a beaucoup de couches de peur à différents niveaux à dépasser, effectivement. Juste de se livrer de cette façon-là, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui est dans ma nature à moi, c'est de me livrer à ce point-là. Mais... on veut que ce soit quelque chose qui soit inspirant. Oui. Donc, ton histoire, elle est très inspirante. Là, pour peut-être faire un petit retour, moi, la toute première fois que j'ai été reçue ici à Signe FM, tu t'en venais à Quaticook, Myriam, pour venir faire une conférence pour les proches aidants. Et écoute, tu m'annonces en ondes, puis je me souviens encore de qu'est-ce que ça m'a fait, là. Oui. Tu m'annonces en ondes que tu avais été comme gardé en captivité dans un culte secret au Québec. Écoutez, là, moi, j'apprends ça en ondes, mais il s'est passé quelque chose, puis on a comme développé on a développé une amitié, si on peut dire ça comme ça. Oui. Bien, je pense qu'on a une histoire commune, on ne l'a pas eu facile, on va se le dire. Puis, oui, il y a une reconnaissance à un moment donné, l'intensité, on est presque Myriam, elle est presque pas intense. Presque pas. Non. Donc, c'est ça. Puis, cette quête aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, là. Donc, il y a une reliance ici, là. Vraiment. Myriam, là, les auditeurs ne voient pas, mais Myriam m'a apporté un livre, et d'ailleurs, on va en faire tirer un à la fin de l'entrevue. Je l'ai pas vu. Elle m'a mis le livre à côté de la console il était brillé d'un Kleenex. On sait jamais, peut-être qu'on va en avoir de besoin. Quand toi, tu as déballé la boîte avec cet accomplissement-là, ton livre qui était imprimé avec ton histoire qui sort, écoute, là, c'était une histoire de film un peu. Comment tu t'es senti quand tu as ouvert quand tu as reçu ta livraison de livre? Bien, c'est sûr que c'est un peu comme la première fois quand tu accouches, puis on te met ton bébé dans les bras. Tu sais, il y a un moment où il faut que tu accuses réception parce que tu t'es fait des idées, mais là, ce que tu vois, ce que tu reçois, c'est ce que c'est. Puis c'est comme il faut que tu prennes quelques secondes pour t'approprier. Donc, c'est un moment. C'est un moment pour chaque livre, mais quand c'est ta face qui est sur le dessus, quand tu rouvres les pages puis que c'est ton histoire qui est dedans, c'est comme, OK, on est rendu là. On est rendu là. Hey, Myriam, écoute, là, t'es conférencière. C'est ton 3e ouvrage. Tu as beaucoup de cheminement, de faits, de travailler énormément sur toi-même. Native de la Belgique. Oui. Et tu as une histoire peu commune que tu racontes pour la première fois dans ce livre-là. Pourquoi ça l'a pris... pourquoi tu t'es rendu au 3e ouvrage avant de raconter ce que tu as vécu? Bien, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui étaient intéressés, puis on me disait, il faut que tu racontes parce que ça va être quelque chose d'inspirant. Mais moi, tu sais, j'ai pas tant... je me suis pas tant accrochée après du monde ou des histoires pour m'inspirer en vie. Donc, j'avais cette compréhension-là, je ne l'avais pas autant que ceux qui me partageaient ça. Ça, c'était la première chose. Puis j'avais besoin aussi de savoir pourquoi on ferait ça. Parce que raconter des drames de l'horreur, je me dis, ben si t'en veux aujourd'hui, t'as rien qu'à ouvrir la petite boîte noire qui est dans le fond de ton salon. Là, tout le monde, puis de l'horreur, puis du wash,
Il y en a plein. Puis, je sais pas, je trouvais que fallait que je trouve mon pourquoi, fallait que je trouve mon intention. Parce que moi, je fais les choses avec intention. Puis, il fallait que ça me parle à moi, parce que porter quelque chose comme ça devant le monde, de le porter dans les médias, de le porter, il faut que le pourquoi soit solidement ancré. Oui. Puis, de faire ça pour des raisons superficielles, j'avais pas envie d'aller là. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est qu'on passe une partie de notre vie à essayer de se dissocier de ce qui nous est arrivé quand on a vécu des choses difficiles. On essaye, pas de le balayer en dessous du tapis, mais de retrouver qui on était avant cette histoire-là. Et je pense que cette période de distanciation est nécessaire. Parce que, tu sais, si on est toujours amené à ça, on ne peut pas trouver notre jeu. On peut pas... donc, c'est ça. C'est un peu tout ça. Là. Parce que dans le fond, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Myriam Kaysa, c'est la femme, la personne. Et cet événement-là, ça t'a pris toute une vie, on va se le dire. Je veux dire, à cheminer là-dedans, puis essayer de comprendre, essayer de te sortir, puis de trouver une manière positive de passer à travers ce que tu as vécu. Bien, c'est sûr que notre enfance, c'est la structure, c'est les fondements de l'édifice de ce qu'on va devenir. Donc, tu sais, les gens qui disent, moi, je suis passée par-dessus, écoute, il y a une partie de ça qui a fait quitter. Oui. Avec ses côtés noirs, mais aussi avec ses côtés lumineux. Tu sais, moi, le monde me demande où est-ce que je prends les qualités du phénix, où est-ce que tu me réduis ensemble, puis je suis encore là. Mais ça vient, la force vient avec, comment je dirais, tu sais, tu trouves des ressources en dedans de toi pour vivre aussi longtemps des choses aussi difficiles. Donc, il n'y a jamais rien qui est tout noir ou tout blanc. Puis l'inspiration, puis la clarté que je porte bien de mon histoire. Donc, tu sais, de dire qu'on s'en est défait, que c'est sorti de soi, c'est une façon de parler, mais c'est jamais vrai. Non. Tu sais, on est ce qu'on est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu avec tout ce que ça nous a apporté de merveilleux, tu sais, si on est capable de regarder ça, tu sais. Donc, Myriam, à qui t'as parlé de ce que tu avais vécu, la première personne à qui tu as osé t'ouvrir quand tu as réussi à sortir de ces 20 ans de captivité-là? Qui est la première personne à qui tu as eu assez confiance puis que tu as osé te livrer pour dire « Hey, gars, là, je porte de quoi qui est plus grand que moi, il faut que j'en parle. » Bien, c'est sûr que dans les premiers temps de mon évasion, je vais dire ça comme ça, j'en parlais. Parce que je ne savais pas que j'avais une histoire qui était taboue. Parce que le mot secte, c'est comme si j'avais une maladie vénérienne. Oui. Les gens ont une réaction face à ça qui vient de, comment je dirais, il y a eu des histoires d'horreur. On regarde aux États-Unis quand il y a eu, je pense à Johnstown, 800 ou quelque chose comme ça, des gens qui sont morts. Tout ça. Donc, c'est resté dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de dégueulasse. Puis, je suis pas en train d'en faire l'apologie, là, on s'entend, c'est pas ça. Mais en même temps, c'est comme, est-ce que tu as déjà entendu des enfants qui ont été donnés à des lieux clandestins? Est-ce que tu t'es déjà mis dans leurs yeux, dans leur réalité, tu sais? Donc, ça n'a pas pris de temps avant que je me dise, OK, je peux pas parler de ça parce que je voyais qu'il y avait un tag. Puis, quand tu t'évades d'un lieu comme ça, tu veux faire partie d'une nouvelle collectivité. Mais là, je me rendais compte que je me nuisais en parlant de ça. Puis, c'est des fossés que je creusais. Donc, tu sais, j'ai appris assez vite à me taire là-dessus. Puis, comme je disais tout à l'heure, mais tranquillement, on veut se rebâtir d'autres choses. Oui. Mais avant qu'il y ait d'autres choses à parler, il faut que le temps passe. Oui. Tu sais, moi, je ne pouvais pas parler de ma scolarité, je ne pouvais pas parler de sport, je ne pouvais pas parler de la dernière émission que j'ai vue. Je ne pouvais pas parler de rien de ça. J'avais rien en commun avec personne. Imagine. Donc, c'est long, là, avant que... De rebâtir puis de tisser des liens communs avec monsieur, madame, tout le monde qui, je veux dire, qui ont eu une vie comme tout le monde, qui sont allés à l'école, qui faisaient des sports, qui avaient peut-être, je sais pas, qui faisaient de la musique, mais toi, c'était pas ça. Non, il n'y avait rien à parler de ça. La seule chose de quoi j'aurais pu parler, c'est de ce qui m'est arrivé, des pertes surtout, et du monde intérieur que j'avais développé, ce qui intéressait pas grand monde. Si on recule, il y a à peu près 25-30 ans,
j'étais une weirdo assez solide, merci. Et ben non, mais je comprends. Puis ça, tu sais, puis pour passer à travers ça, je veux dire, ça prend de la résilience, mais il a fallu que tu t'accroches, que tu t'inventes un peu un monde imaginaire. À quoi tu t'accrochais, Myriam? Ben, tu sais, c'est comme, comment je dirais ça? C'est, tu t'évades, puis tu arrives sur une autre planète. Parce que ce livre-ci, c'est les 21 premières années de ma vie. Donc, les 20 ans de ma captivité. Sauf que, quand je me suis évadée, j'avais tout à découvrir. Donc, je m'accrochais à ce que je découvrais. J'étais super enchantée du mot liberté. Eh boy, oui. Puis tu sais, ça pourrait être un autre ouvrage de la même grosseur de raconter l'après, l'adaptation à la planète Terre. Parce que moi, je te prends, je te pitch sur Mars, puis tu sais pas comment ça fonctionne, les Martiens, là. Donc, c'est un peu ça. Mais au début, écoute, j'étais dans de la légèreté, je m'amusais, mais la réalité m'a frappée assez vite. Tu sais, je savais pas quoi faire quand je rentrais travailler, je savais pas que je suis obligée de rentrer. Hey, t'as-tu pensé, mais là, c'est ça que les auditeurs, faut qu'ils comprennent. T'étais t'habitais c'était comme une autre planète, finalement. Une autre planète. Complètement. C'est une autre planète, oui. Parce que là, tu n'allais pas à l'école pendant toutes comment ça fonctionnait? Il y avait oui, de l'école? Oui, il y avait de l'école, mais c'était comme les frères des écoles chrétiennes des années 1900, là, tu sais. C'est complètement autre chose. J'ai vécu comme dans l'ancien temps. Tu sais, j'ai vraiment vécu comme dans l'ancien temps. J'ai travaillé beaucoup. On a commencé à travailler très, très jeune, mais bébé, finalement. C'est ça. Puis c'était toute une autre vie que les auditeurs vont pouvoir découvrir dans le livre. Dans le livre. Oui. Et Et puis, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait, Myriam, que tu dises, OK, je mets mon histoire sur papier, je le dévoile au grand jour, en sachant que ça ferait un peu l'effet d'une bombe dans ton entourage, c'est sûr. Bien, écoute, c'est sûr que dans le domaine de la croissance au Québec, il y a des gens qui ont eu des brides un peu de mon histoire. C'est sûr, quand j'ai écrit S'accompagner soi-même, mais il y a des petites brides où est-ce que, tu sais, je donne des exemples. Tu fais allusion. Je fais des petites allusions très... mais je savais que je m'en allais là. Mais tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, tu peux pas garder ça pour toi, comme je disais tout à l'heure. Et bon, avec le temps, je savais que j'irais là. Le déclencheur, ça a été le décès de mon père. Mon père est décédé au printemps passé. Ça a été très, très, très douloureux. Et j'ai vu aussi ces dernières années qui n'ont pas été heureuses parce que mon père, quand il a réalisé qu'il s'était trompé, il a eu le courage de s'en aller, mais il était déjà avancé en âge. Et c'était un homme qui avait beaucoup d'envergure, qui avait beaucoup de crédibilité et de pouvoir là où il était, puis il a eu le courage de partir. Mais partir, il n'a pas été accepté par la famille qui en voulait. Il avait brisé la famille. Il s'est retrouvé dans une grande, grande solitude et très, très triste. Et de réintégrer la société à son âge, ça a été excessivement souffrant. Puis il a vécu beaucoup, beaucoup d'isolement. Puis il est décédé, pour moi, ça a déclenché une avalanche d'émotions, évidemment, parce que c'était quelqu'un, malgré ses choix, que j'ai aimé profondément. Parce que là, il faut expliquer aux auditeurs, en quelque sorte, c'est tes propres parents, Myriam, qui t'ont donné à cette secte-là. Mais il faut essayer de comprendre, c'est ça que je trouve intéressant au niveau psychologique. Tes parents, OK? Quand tu te laisses embarquer, mettons, dans un mouvement comme ça, dans une secte, il y a quelque chose de très fragile. Bien, je l'explique dans le livre. Je raconte vraiment l'histoire de mes parents pour que les gens puissent comprendre que c'est pas parce que t'es pas un deux de pique là, quand tu t'en vas là. Mes parents, c'était deux personnes qui avaient de la scolarité. C'était vraiment pas des gens simples. Mais c'est des gens en quête. Mais en même temps, la quête, là, puis là, je parle aux auditeurs parce qu'on est en plein là-dedans aujourd'hui. On est énormément dans des mouvements de spiritualité, puis c'est fabuleux. Oui. Mais la quête, quand elle reste à l'extérieur de toi, est toujours excessivement fragilisante, puis on est toujours à risque de dérape. Surtout qu'il y a toujours des gourous, puis aujourd'hui, il y a des maîtres, puis il y a des coachs, puis je dis pas que tous les coachs sont pas, qui sont pas des gens qui sont aidants, mais il y a toutes sortes de monde qui s'improvisent, et il y a toutes sortes de monde qui prennent le pouvoir sur les autres. Et
Moi, je dis tout le temps, si vous voulez savoir quand est-ce que vous êtes dans un mentorat qui est sain, c'est est-ce que la personne qui est votre mentor vous ramène à vous ou est-ce qu'elle sait alors que vous ne savez pas? Est-ce que cette personne-là vous utilise pour faire son marketing? Ouais. Est-ce que cette personne-là est toujours en train de se mettre au-dessus de vous? Tu sais, puis mes parents, mais faut revenir dans les années, fin des années 60, eux autres, il n'y avait pas tous les enseignements qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est gâtés, là. On n'a rien qu'à ouvrir notre ordinateur, puis on pitonne ce qui nous convient, puis c'est là. Donc, c'est pas pour les excuser, mais j'essaie de mettre en lumière qu'est-ce qui fait qu'on perd notre pouvoir, puis comment qu'on peut le récupérer. Donc, pour moi, si tu me demandes c'était quoi mon intention, bien, c'est un peu, oui, de mettre les choses en lumière pour que chacun se reconnaisse dans tout ça, mais aussi d'emmener à la conscience cette fragilité-là qu'on porte tous de perdre notre pouvoir puis la capacité qu'on a de le retrouver. Myriam, est-ce qu'il y a un moment dans ton cheminement, quand tu réussis à sortir de là, est-ce qu'il y a un moment que tu en as voulu à tes parents? Jamais. Jamais. J'en ai jamais voulu à mes parents parce que j'ai développé très, très jeune la capacité de regarder ce qui se passait autour de moi. Puis c'était tellement lourd et tellement gros que si j'avais intégré tout ce qui m'était présenté, je serais morte. Donc, ça a été un mécanisme de défense pour moi de regarder les adultes se comporter autour de moi et de me dire que c'était eux. Donc, ça, de rejeter hors de soi ce que les autres te font ou disent de toi. Je dis pas que j'ai rien intégré parce que oui, il y a des ondes de moi qui ont été brisées. Mais mes parents, je les ai toujours vus comme des gens en quête. J'ai eu du respect pour la quête. Est-ce que j'ai vécu quelques moments de colère sporadique, mais c'était en face. Tu sais, mon père, j'y ai parlé un pouce de la face, j'y ai dit ce que j'avais à dire, puis tout de suite, il m'a entendu. Donc, la colère, tu sais, c'est quand tu te sens pas entendu, elle peut demeurer. Ma mère, je me suis jamais sentie entendue, mais par contre, j'ai vu qu'elle était pas capable de m'entendre. Tu sais, des fois, tu es face à des gens, ils n'ont pas la capacité que tu voudrais. Donc, tu peux forcer de la tête ou d'ailleurs, tu sais, it is what it is. Oui. Puis, de leur en vouloir, ça me donnerait quoi? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Je peux rien changer de la réalité. Puis, j'ai pas cette énergie-là à mettre. Je vois pas à quoi ça servirait, vraiment. Myriam, j'ai envie qu'on découvre le livre parce que là, écoute, on se parle, mais là, je fatigue. Il est à côté de moi à briller. Il y a comme sa petite doux. J'ai envie qu'on le découvre ensemble. Et puis, en tout cas, j'ai plein de questions. On fait ça? Oui, parce que t'es pas du tout expressive, donc je veux que tu aies ça en ondes, direct en ondes, là. Ouais. Bon, puis là, je rappelle, c'est un livre qui comporte plusieurs pages. C'est 500? Il arrive à 500 pages. Il y a 497 pages. Donc, on va dire 500 pages. OK. Et, oh my God. Hey, j'ai les mains toutes moites parce qu'écoute, que j'ai eu le privilège de m'asseoir avec toi. Oh my God. Ah là 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 là. C'est toute une brique, hein? Hey, c'est vraiment... Mais premièrement, là, il est super beau. Ce que j'aime, là, moi, la couverture, c'est ton visage, en gros plan. Et on voit ton magnifique œil bleu. C'est la seule couleur à peu près qu'il y a sur la page couverture. Wow! Et on rappelle que c'est les éditions Béliveau qui portent ton récit. Myriam, félicitations, premièrement. Merci. Moi, je veux que tu dises aux auditeurs combien de temps ça l'a pris écrire ça. Moi, là, j'ai manqué de tomber en bas de ma chaise. Bien, c'est sûr que dans les années 90, j'avais écrit la chronologie des événements. OK? Donc, parce que sinon, je m'en serais plus souvenu. C'était rendu dans les très loin, finalement. Ben oui, tu as fait comme un squelette. Oui, j'avais le squelette des événements. Mais quand je suis revenue de Belgique après le décès de mon père, j'ai eu cette demande-là encore, puis je me suis assise. J'ai regardé le squelette, puis j'ai fait, je le sens dessus, je vais l'essayer. Donc, je me suis assise, puis ça a pris 18 jours à écrire les 500 pages.
C'était mûr, ça voulait. Mais je pense que mon père, il est en arrière parce que je vivais quelque chose d'extrêmement douloureux. Puis j'ai dit à mon père, si c'est toi qui veux ça, arrange-toi pour que ça ne dure pas longtemps parce que moi, je reste pas longtemps dans mes états merdiques, on va le dire comme ça. Puis ça prenait cet état-là pour l'écrire. Il fallait que tu te replonges, tu sais. Oui. Quand tu étais petite, quand fallait que tu remarches où tu avais marché. Oui, puis pour livrer quelque chose comme ça, puis que ça l'intéresse, mais que ça suscite aussi le questionnement du lecteur pour que ça vienne le chercher dans sa vie, bien, il faut être émotif. On ne peut pas écrire avec notre tête quelque chose comme ça. Non. Donc, il faut replonger dans les émotions pour mettre les bons mots sur les bonnes situations, puis que les gens se reconnaissent, parce que tout le monde peut se reconnaître dans une histoire comme malgré ce qu'on pense. Oui. Parce que je pense qu'on va prendre une petite pause musicale, Myriam. On revient, puis je veux vraiment que tu nous expliques, si tu es à l'aise, OK? J'aimerais ça que tu nous donnes des exemples, OK? Dans quoi les auditeurs, les lecteurs vont se retrouver, puis que ça va porter, ça va les aider, dans le fond, dans leur cheminement à eux. Là, j'ai choisi une chanson que tu as publiée cette semaine. C'est drôle parce que cette chanson-là me parle tellement aussi. Une chanson de Josh Groban, You Raise Me Up. Yes, madame. Pourquoi tu aimes cette chanson-là? Ben, You Raise Me Up so I can step on mountains. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé à trouver le meilleur de moi, puis je l'ai toujours vu comme quelque chose qui pouvait aller haut et loin. Puis j'aime toute l'idée du dépassement, de l'alchimie, de qu'on prend notre merde, là, on va le dire de même, puis qu'on fait quelque chose de magnifique avec. C'est ma revanche de dire, vous m'avez juste pas brisé. Il y a rien que je peux pas faire. Il y a rien qui sky's the limit. Je sais pas. Toutes les chansons qui nous mènent au meilleur de nous, ça me touche. Et là, j'invite les auditeurs par texto, si vous avez des questions pour Myriam, parce que je sais là, que c'est d'avoir plein de questions là, que les gens se demandent, vous pouvez nous écrire par texto 819-804-0967. On revient tout de suite, Myriam Kayser. C'est un plaisir de t'avoir. 13h27, bienvenue à Patou sans détour. Et là, my God, Myriam Kayser qui est en train de nous présenter son projet de livre qui nous a apporté le livre Otage du silence. Myriam Kayser qui a été sacrifiée à une secte secrète au Québec à l'âge de 2 ans et captive durant près de 20 ans. Oui. C'est ton histoire. Oui. Et là, écoute, là, tu me fais découvrir le livre tantôt. Et là, avec ta permission, je peux lire 2 pages vers la fin, justement, de ton récit. OK? Et là, peut-être juste pour mettre les auditeurs en contexte, c'est ton évasion, là. Évade définitivement. Le livre finit sur ça, parce que sinon, ça aurait été un livre de 1000 pages, là. Donc, oui. Ça sera un autre... Alors, je vais vous lire les pages 479-480. Alors, ça va comme suit. Vous pourriez vous blesser. Ça m'est égal, ramenez-moi. Mais vous ne pouvez pas passer la nuit alors. Puis, insérant à nouveau sa main dans sa poche, elle me tend un billet de 20 $. Merci. Maintenant, je ne le répéterai plus. Déposez-moi là où vous m'avez prise. Pas question, je vous ramène haut. Elle n'eut pas le temps de terminer, forçant la portière et je sautai en bas du véhicule. En sautant dans le vide, j'ai plongé vers une autre planète, dans une autre galaxie dont je ne connais ni les mœurs, ni les coutumes ou usages. Au fait, je viens de m'échouer sur Terre. Personne ne sait d'où j'arrive, ni l'horreur, ni le karma sordide d'où je proviens. Je ne suis personne. C'est vrai, j'avais un nom. Il y a longtemps, on m'appelait Myriam. Sans pays, sans famille, sans chez moi, sans réseau ou appartenance, sans amis, sans scolarité, sans argent ni connaissance de cet univers. Je n'ai absolument rien, sinon une expérience inimaginable de la solitude intérieure et
toutes les formes de violence, d'absurdité et de la bêtise humaine et un immense flambeau intérieur. J'ai 21 ans. Je n'ai jamais été une enfant. Je viens de naître. Au fait, je suis âgée de la maturité de ceux qui ont vécu, sachant qu'ils pouvaient perdre cette vie à tout instant. Peut-être aurais-je un avenir? Je commence ma vie. Quelle vie? Oh, Myriam. On dirait que c'est difficile pour le commun des mortels d'essayer de penser. Bien, premièrement, juste d'essayer de se mettre dans ta peau, de se mettre cette journée-là, l'extrait que je viens de lire, cette journée-là, cette journée que tu t'es évadée. Ben, c'est que je me suis évadée puis on m'a rattrapée. Donc, c'est ça que tu viens de lire, c'est qu'on m'a rattrapée. Donc là, c'était comme vous me ramenez là parce que sinon ça marche pas. Mais là, tu sais, j'étais embarquée dans la voiture puis là, elle essayait de me dire, ben, écoute, tu peux pas dormir dehors, qu'est-ce que tu vas faire, où est-ce que tu vas aller? J'ai nulle part où aller. Moi, je viens de Belgique, là. J'ai nulle part où aller, là. Je sais pas, là, où est-ce que je m'en vais. Puis je disais, tu me ramènes, parce que c'était ma 3e évasion, tu me ramènes. Où est-ce que tu me pris? Parce que ça faisait déjà quelques heures que je courais, puis on m'a retrouvée, là. Donc, elle me disait, je peux pas te ramener, mais j'ai dit, tu me ramènes parce que je saute en bas. Puis c'est ce que j'ai fait. Ça se passe au Québec. Ça, c'était en Colombie-Britannique, mais parce qu'il y avait des maisons un peu partout, mais oui. Donc, le livre finit comme ça, parce que sinon, ouais. c'est un autre game, là, après. C'est une autre histoire. Mais ça prend énormément de courage de dire, je m'évade après, en sachant qu'il y a tout et rien en même temps qui t'attend. Oui, mais le tout et rien, tu le portes déjà, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu vas mourir, là. T'es mort. Moi, je me sentais en train de mourir intérieurement. Mm-hmm. Tu sais, puis big time, là. Tu sais, c'était comme, ça pouvait plus. Puis j'en parle de ça dans le livre parce que je me suis évadée 3 fois, mais à chaque fois, je m'éteignais, puis c'était comme, c'était ça où tu sais, tu veux vivre, là. T'as 20 ans, là. Tu sais, tu veux être toi, là. Puis j'étais dans un contexte que tout ce que je faisais, c'était jamais correct. Je me donnais, je travaillais, j'étais épuisée d'essayer de m'adapter, de me plier, de me casser, puis c'était jamais ça. Puis j'étais ultra malheureuse de ne pas être cassable. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Mais à 20 ans, je savais pas ça. Je voulais rentrer dans le moule, mais il y a quelque chose chez moi qui rentrait pas dans le moule. Puis aujourd'hui, je sais que je rentrerai jamais dans un moule. Jamais. Tu sais. Mais enfant, j'ai souffert de ça. J'étais un enfant pas cassable. Puis ces enfants-là, ben, c'est sur eux qu'on s'acharne. Ben, c'est sûr. Ça doit avoir arrivé, Myriam, pendant ces 20 ans-là, que tu as eu peur, vraiment peur de mourir. Ben, je peux pas dire que j'ai pas eu peur parce que j'ai vécu dans beaucoup de violences physiques et toutes sortes de violences, mais on s'aguerrit un peu à ça. Puis, où est-ce que c'est insidieux? C'est que la peur, tu l'introjectes. Tu sais plus que tu as peur, mais tu as peur. Tu penses que tu n'as pas peur. Puis, tu jongles aussi avec la colère. Puis, tu sais, ça devient bien mélangé. Puis, la soumission. Puis, tu sais... Est-ce que tu étais consciente, Myriam, que c'était vraiment pas normal ce que tu vivais? Parce que là, faut se souvenir que tu es rentrée là, tu avais 2 ans. Ça veut dire que, dans le fond, tu vis, je veux dire, la vie, il y a une journée après l'autre. Puis, est-ce que quand tu es devenue consciente que c'est pas normal ce que je vis, là? Mais le mot pas normal, il passait pas sur mon radar parce que, tu sais, les mots, comment je dirais ça, ils réfèrent à quelque chose. Moi, la norme, je savais pas c'était quoi. Tu sais, donc, si j'avais pas ces mots-là. Mais je sais que des fois, j'étais couchée dans mon lit puis je me disais, je savais qu'il y avait un monde extérieur. Puis j'essayais de m'imaginer qu'est-ce que c'était. Tu sais, j'essayais de m'imaginer, tu sais. Puis
oui, ce qui me faisait surtout souffrir, c'est de ne pas avoir de famille, parce que le fil conducteur de mon livre, c'est j'étais un enfant extrêmement relationnel. Et ça, là, t'as aucune idée comment ça a pu m'avoir fait souffrir, probablement plus que tous les mauvais traitements. De ne pas avoir de pays. Tu sais, moi, j'ai perdu ma langue, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon pays. Tu perds ton appartenance. Tu sais, moi, je me souviens que je pleurais quand j'entendais le mot « chez nous ». Je me mettais à pleurer. J'avais pas de chez nous. T'avais pas de pied. T'avais pas un pied à terre en quelque part. Je pouvais, tu sais, un enfant, là, j'avais des petites amies qui disaient, ah, chez nous, c'était comme ça ou c'était comme ça. Puis, j'avais pas ça. J'avais pas de chez nous. C'était ça ton chez vous, c'était du déracinement, finalement. Oui. Puis, c'était des affaires niaiseuses que les gens peuvent pas s'imaginer, mais c'est des petits mots comme ça. Ma tante, mon oncle. Moi, j'avais rien, là. Il était pas là, il existait pas. Tu sais, des affaires vraiment, là. Je me souviens la première fois que j'ai eu du vent dans mes cheveux, parce que moi, j'étais un enfant voilé. Donc, le vent dans mes cheveux, là, c'était une jouissance totale. Mais tu sais, des choses que les gens réalisent pas. Donc, aujourd'hui, les choses, pour moi, c'est toute la vie qui a un autre sens. C'est ça, c'est même pas explicable. Tu sais, là, je veux dire, t'es pas le genre de femme qui peut s'asseoir puis essayer d'expliquer ça pour le commun des mortels, du vent dans les cheveux. Mais là, on revient sur le voile, justement. Là, tu sais que, bon, ça l'a parlé dans les médias énormément, toute la polémique. Toi, t'en penses quoi? Écoute. Pour l'avoir vécu, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est tout le temps ça. Quand j'écoute les discussions qu'il y a là-dessus, je me dis tout le temps, c'est soit des gens qui sont dans des pays extrémistes ou qui ont des croyances qui parlent de ça, ou des gens qui n'ont aucune idée. Tu sais, je trouve ça un petit peu dérangeant. Mais le voile, c'est un signe d'assujettissement, qu'on dise qu'est-ce qu'on veut. Puis, moi, j'ai une petite sœur qui est toujours prisonnière de ce culte-là. Puis, elle était à côté de moi quand on nous a rasé la tête puis qu'on nous a voilés. Ils nous ont rasé la tête? Oui. Oh, puis, on avait 6 et 7 ans. Puis, elle, si aujourd'hui, vous lui demandez si elle a choisi ça, elle va dire absolument. Parce que comment est-ce qu'on réussit à faire croire à des gens qui ont choisi quelque chose? Ça, j'en parle dans le livre. Puis ils vont dire, moi, je suis pas programmable comme ça. Ben, je m'excuse, mais tout le monde sont programmables. Puis ma petite sœur, elle avait 1 an quand elle est arrivée là. Mais elle, aujourd'hui, elle y croit dur comme fer. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Imagine. Puis moi, je peux dire que c'est insidieux, mais c'est un symbole d'assujettissement total. Et dans toutes les religions, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais elle, c'est parce que c'est un culte à connotation catholique. Que tu le mettes dans n'importe quelle religion, c'est un symbole d'assujettissement. Si c'était pas un symbole d'assujettissement, ça serait comme, enlève ta calotte, là, ici, tu rentres pas avec quelque chose sur ta tête, puis il y aurait aucun problème. Tu sais, tu te coiffes, tu te décoiffes, il n'y a pas de problème. Mais tu tiens mordicus à ça, il n'y a pas de liberté là. Puis, ça représente pas Dieu, parce que Dieu, là, il n'y a rien, il nous a fait nus, là. Tu sais, on s'entend, là, il n'y a pas besoin de ça. Sérieusement pas. Donc, je pourrais défendre ça, là, vraiment en long puis en large, là. Puis, pour moi, c'est une régression totale. Ouais. Totale de retourner là. Hey. Bien, fait qu'imagine, 6-7 ans, tu te fais raser la tête. Puis là, tu as parlé de ta petite sœur Myriam. Comment ta sœur, justement, a réagi? Elle ne sait pas. Ben, elle ne sait pas. Je ne sais pas si elle le sait ou pas. Moi, j'ai pas de contact. Ça fait 30 ans que j'ai pas vu ma petite sœur, puis c'est encore, à ce jour, une des plus grandes souffrances que je porte. Je vais essayer de pas pleurer. Puis, c'est sûr que, s'ils savent aujourd'hui, parce qu'ils savent, tu sais, ils ont quand même leurs espions, là. Mais s'ils savent, je vais passer pour la pire personne, puis je vais faire souffrir beaucoup ma famille, que j'aime énormément. Ils vont avoir énormément de peine, puis il a fallu que je dépasse ça. Il a fallu que je sache si j'étais prête à ça. Puis je te dirais que de faire de la peine à ma famille, c'est encore la chose qui me bouleverse le plus, mais j'essaie de me dire, écoute, j'ai tout fait pour pas leur faire de peine dans ma vie, puis qui je suis leur fait de la peine, tu sais. Moi, je suis une fille qui a mis la conscience au centre de sa vie, puis la conscience, puis la religion, c'est la croyance, puis la conscience, c'est antagoniste, ça va pas ensemble. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des symboles religieux, mais c'est un peu la même chose. Tu sais, on parle d'accommodement raisonnable, c'est parce que tu peux pas raisonner avec la foi.
Parce que la foi, par définition, c'est de croire sans comprendre. Donc, il n'y a pas de raisonnement là. Donc, c'est pour ça que ces sujets-là tournent en rond, parce que c'est pareil comme les gens qui sont dans la croyance, que ce soit ma petite sœur ou que ce soit les intégrismes ou ceux qui veulent absolument garder tout leur symbole, tout ça, c'est des gens qui sont dans la croyance. Mais la conscience, c'est complètement autre chose. Ça a beaucoup plus d'altitude, ça a plus de vastitude, c'est inclusif, c'est pas exclusif comme la croyance. C'est deux mondes. Puis l'image que je donne souvent de ça, c'est toi, si tu fais du tricycle dans ton quartier, là, puis que moi, je vole en hypersonique, là, si je parle de mes instruments de mesure, tu ne comprendras rien, puis tu ne te sentiras pas compris. On ne parle pas le même langage. Donc, tu sais, ça donne à rien, là. Ça donne à rien. Donc, il y a juste des décisions à prendre, des décisions conscientes et éclairées. Eh, Seigneur. Écoute, je manque presque de mots, Myriam, parce que je trouve ça hyper touchant, parce que je ne savais pas que justement, que ta sœur. Fait que tout, c'est une partie vraiment sur laquelle il a fallu que tu deviennes assez solide pour dire qu'arrive n'importe quoi, je me choisis et je décide de mettre ça par écrit. Mais tu sais, des déchirements, j'en ai eu toute ma vie. Même quand je relis mon propre ouvrage, quand je tombe sur les passages où je parle de ma famille, c'est présent dans tout le livre. Ma famille ne saura jamais comment je les ai aimés. Je me suis sentie rejetée d'eux. Tu as vécu de l'abandon. Ben oui, énormément. Puis en me sauvant de là, puis en devenant ce que je suis devenue, ben, je suis aux antipodes de ce que les autres croient. Puis ça me fait de la peine de leur faire de la peine, mais en même temps, j'ai compris une chose extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas dans la vie, pour empêcher les gens de souffrir, s'empêcher de faire ce qu'on a à faire. Puis c'est la différence entre faire souffrir des gens volontairement, c'est pas ça qu'on veut. Mais en même temps, suivre son chemin, j'ai longtemps évité de faire certaines choses pour pas qu'ils souffrent, puis ils ont toujours souffert pareil, mais en même temps, peut-être pas assez pour évoluer. Ouais. Donc aujourd'hui, je me dis, ben moi, je suis là où est-ce que je suis, puis j'aimerais ne pas les faire souffrir. Mais s'ils souffrent et que la souffrance, c'est ce qui casse le tégument, puis qui fait que, tu sais, c'est comme la graine que tu m'enterres, là, elle pourrit, puis elle souffre, puis elle est dans l'isolement, puis l'immobilité, puis le noir, puis l'humidité. Mais c'est ce qui va permettre à la petite cosse de s'ouvrir, puis de créer, de se transfigurer, de se transformer. Puis je me dis, ben, si cette noirceur-là, que sans le vouloir, je leur fais vivre, permet qu'eux finissent par vivre une transformation, mais ça sera la plus belle chose qui pourra être arrivée. Mais si je m'arrête pour y penser, c'est sûr que ça me fait de la peine. Ah non, c'est clair. Donc, il faut que je ferme des portes derrière moi, comme je dis souvent aux gens. Tu sais, ferme des portes. Va pas là. Je ne vais pas là. Faut que je regarde en avant. Myriam, j'ai envie de te dédier une chanson. Merci. Oui, j'en avais sorti une autre, puis là ça vient vraiment me chercher. Ce que tu me parles, c'est une chanson de Mélane, et le titre, c'est « Rester debout ». C'est tellement ça que j'entends. Au retour de la pause, je veux qu'on parle du lancement. Oui. Je veux... écoute, je manque de mots, fait qu'on va écouter de la musique. Myriam Kayser, qui est mon invitée d'aujourd'hui, qui lance son ouvrage « Otage du silence ». Merci, vraiment. Seigneur. Et finalement, j'ai eu besoin du Kleenex qui abritait le livre. Le livre était abrié. Ah là là. Hey, Myriam Kayser qui est avec nous, qui est en train de nous parler de son parcours, de son livre « Otage du silence ». Myriam qui a été sacrifiée à une secte à l'âge de 2 ans, qui a été gardée en captivité durant près de 20 ans. Puis même si on voulait, on peut pas arriver. Écoute, c'est comme plus grand que nature. On peut pas arriver à se mettre dans tes chaussures. Ça doit être difficile pour toi. Que les gens, ils peuvent avoir la compassion pour ce qui t'est arrivé, mais que tu puisses pas peut-être échanger, tu sais, ton vécu avec quelqu'un qui sait exactement ce que tu as marché.
Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, j'ai des personnes avec qui j'ai grandi qui sont aussi évadées, puis j'en ai une super bonne amie à qui je fais un beau coucou, ma belle Alison. Mais en même temps, c'est sûr que même les gens qui ont grandi avec nous n'ont pas eu la même expérience nécessairement, parce que quand tu vis des choses comme ça, on a chacun notre expérience. Il y a des gens qui sont en colère parce que je parle, il y en a d'autres qui sont très fiers de ça, parce qu'ils me disent, tu as le courage de le faire, oui. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Oui, effectivement, mais je m'attends pas à ce que les gens comprennent. Tu sais, c'est plus grand que nature, puis à un moment donné... ça fait aussi partie de la vie que d'être très seul dans nos joies comme dans nos peines, mais surtout dans nos peines. Puis tu le sais toi-même parce que toi aussi, tu as un parcours pas évident. Puis les gens peuvent jamais savoir s'ils n'ont pas marché cette route-là. Mais c'est vrai pour tout le monde. Donc, je cherche pas à ce que les gens comprennent, même si, et que ça fait du bien quand on sent que quelqu'un... Oui, parce que dans notre humanité, on a besoin... en dessous de tous les besoins humains, il y a un seul besoin, c'est d'être vu et validé. Donc, que quelqu'un voit ou s'émeuve devant la souffrance qu'on a vécue ou qu'on a traversée, ben oui, c'est sûr que ça fait du bien. Mais ce qui me fait le plus de bien, c'est si je peux inspirer des gens pour qu'ils ne restent pas victimes de leur histoire. Ça, c'est la chose qui me fait le plus de bien. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup d'espoir dans ton parcours. Parce que je veux dire, même si c'est vraiment impensable ce que tu as pu traverser, t'as quand même, t'as jamais lâché, t'as jamais baissé les bras. Bien, c'est sûr qu'il y a une partie que la nature m'a probablement donné une génétique combative, même si avec le temps, j'essaie de plus me battre, mais surtout de juste être dans cette solidité intérieure. Mais je pense que j'avais une nature qui était faite pour ça. Tu sais, je regardais ma petite sœur dont on parlait tout à l'heure puis qui t'a fait pleurer. Mais elle avait pas la même nature que moi. C'était une petite fille douce, malléable, soumise, déjà dans sa nature. Donc, on part pas de la même place. Non, on n'a pas eu les mêmes défis. Je me souviens, quand on était petite, elle me disait, j'aimerais ça être comme toi. Puis je disais, non, moi, j'aimerais ça être comme toi. Ah, imagine. Tu sais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Myriam, le 5 mars, oui, ça va être le lancement de ton livre Otage du silence. Oui. Tu fais ça à quel endroit? Qu'est-ce que tu rêverais? OK? Je veux là, que tu... Il y a des auditeurs, écoute, qui m'écrivent. Est-ce que le livre va être en pharmacie? Un gros wow, Sylvain, qui est à l'écoute, qui dit un gros wow pour son partage que ton invité fait sur les ondes et dit ça me vire à l'envers. Sylvain, merci beaucoup. José, qui aimerait ça savoir si le livre va être où est-ce qu'il va être disponible? Bon. Ben, d'après moi, c'est sûr que là, c'est les distributeurs qui s'occupent de ça, puis je suis pas dans toute mais pour moi, il va être partout, là. Okay. Il travaille là-dessus présentement. La sortie en librairie est le 20, autour du 20. Puis d'après moi, là, ça va être partout, là. C'est vraiment un gros travail que la maison d'édition sont en train de faire, là, pour lancer ça avec force. Ouais, oui. Et puis, on rappelle que c'est Béliveau Éditeur qui s'occupe de ton récit. Alors, 5 mars. Le 5 mars, au Oh My God à Sherbrooke. Donc, c'est sur la King à Sherbrooke. C'est une ancienne église, donc c'est très parlant pour moi. Et c'est devenu un restaurant, puis une partie spectacle. Puis c'est mon ami Jean-Pierre Baudouin des Productions du Palais qui produit le lancement. Oui. Et pour moi, ce qui est super important, c'est que ceux... qui peuvent et que mon parcours a touché, j'aimerais vraiment que les gens viennent me voir parce que, tu sais, on se donne beaucoup dans tout ça. Puis de recevoir une vague d'amour, là, ça ferait du bien. Parce que c'est sûr, écoute, tu sais, comme on parlait à micro fermé tantôt, je veux dire, tu sais, c'est évident parce que là, tu sors, tu remarches dans toutes ces années-là, que tu as vécu captive. Fait que, en quelque part, ça vide. Puis là, tu as besoin de remplir là, ça. Là. Oui. Bien, c'est l'amour qui remplit rien d'autre. On l'entend toujours. Hein, c'est l'amour seul qui guérit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de place pour recevoir parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais en même temps, tu sais, ça va. Là. Puis c'est sûr que de regarder les gens dans les yeux, parce que, tu sais, bon, ça, c'est une histoire qui sort peut-être un petit peu des sentiers battus,
mais chacun a eu ses souffrances, puis on peut pas mettre ça sur une échelle. Puis pour les gens qui vivent des choses difficiles, ce qu'ils vivent, c'est le pire. C'est le pire. Oui. Puis, tu sais, c'est toujours difficile de parler de ça parce que quand tu as vécu beaucoup, beaucoup de drames, tu as aussi développé des forces qui vont avec ça. Puis aujourd'hui, moi, je me rends compte que j'ai plus de force pour faire face à l'adversité que d'autres qui semblent avoir vécu une chose parce que tu développes, c'est comme quand tu développes tes muscles, là. Oui. C'est comme, tu développes des choses que tu sais pas que tu portes comme être humain. Puis c'est pas parce que je suis un être hors du commun, c'est parce que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Tu sais, on s'adapte, les êtres humains, à notre environnement. C'est une machine formidable. Oui. Hein? On regarde ça, là, puis des fois, tu te dis, tabarnouche. Myriam, si je te demandais, qu'est-ce que, mettons, là, si tu as du positif à retenir de tout ton parcours, ça serait quoi? Ah, mais il y en a plein. Oui. Tu sais, il y en a plein. Tu sais, moi, je dis tout le temps, j'ai fait la route en envers. Les gens, tu sais, ils font leur vie, tout ça, puis à un moment donné, ils se rendent compte de l'essentiel, puis ils se mettent en quête d'eux. Ouais. Puis moi, j'ai fait ce chemin-là en envers. Ma quête, ça fait longtemps que je l'ai faite, puis bon, je la marche. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre à avoir du fun, puis à danser, puis à m'amuser, puis à avoir des bons fourrés qui donnent mal aux abdos. Là. Tu sais, moi, c'est autre chose. Mais bon, il y a ça. J'ai vécu de l'intérieur. J'ai développé une profonde compréhension de l'humain, de ce qui nous amène vers le pire et ce qui peut nous tirer vers le meilleur. Justement, même, tu es allée à l'université oui. pour essayer sûrement de te comprendre en premier et de comprendre les humains après. Tu sais, les gens qui font psychologie ou travail social, c'est toujours ça l'objectif, mais j'ai quand même pas tellement trouvé mes réponses là. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai tiré de positif de ça? Écoute, j'ai appris à travailler comme, moi, je sais faire à peu près tout de mes mains. Ouais. Tu sais, les gens savent pas, mais tu sais, j'ai travaillé comme à l'ancienne méthode, donc j'ai des notions qui sont vieilles. Finalement, je suis une vieille âme, mais c'est ça. J'ai appris à vivre avec d'autres, j'ai appris la bienveillance, j'ai appris à être présent. Qu'est-ce que j'ai appris? Écoute, j'ai appris énormément. Avoir de la compassion pour les autres. Oui, puis tu sais, même tous ces gens-là, il n'y a rien de noir et blanc. Tu sais, mes parents, ils m'aimaient quand ils m'ont mis là. Ils pensaient faire le meilleur choix pour moi. Tu sais, ma mère, elle m'aime quand elle me juge. Elle a tellement peur que je perde mon âme. Elle m'aime. Tu sais, c'est pas noir ou blanc. Non, c'est ça. Tu sais, mais puis, écoute, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'on a des ressources insoupçonnées, certainement. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Puis je pense que tout ça me bonifie comme être humain parce que, tu sais, quand je suis arrivée sur la planète Terre, j'étais vraiment imparfaite parce que j'avais aucune capacité de faire ce qu'il fallait. Je connaissais pas du tout. Puis ça m'a amenée à me rendre compte à quel point j'étais imparfaite. Puis les gens que je croisais qui n'avaient aucune idée d'où je venais, j'avais pas de l'air d'une demeurée, donc la compassion, c'est pas la première chose qui était là. C'est pas écrit dans le front, là. C'était pas écrit dans le front. Puis comme je dis, j'ai appris à ne pas en parler. Ce qui fait que mes inadéquations, ils étaient jugées sévèrement. Puis j'ai choisi de donner la même... comment je dirais ça? J'ai choisi de donner aux gens la même compassion que j'aurais voulu avoir. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui est imparfait, ben oui, des fois, bon, je vais aller dans la critique et l'étiquette comme tout le monde, là, mais je me calme puis je me dis, ben toi, tu es imparfaite, puis l'autre a le droit d'être imparfait. Puis je réclame le droit d'être imparfaite parce que je pars de loin, mais tu sais, chacun part d'où il part. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont traité très durement, mais s'ils avaient su, je suis sûre qu'ils auraient été dans la compassion. De là, hein, qui disent, tu sais, tout le temps essayer. Même si, je veux dire, c'est pas tout le monde juge. Tu sais, je veux dire, on voit quelqu'un, 2 secondes, on se fait une image, ça part, c'est parti. C'est humain. Oui, c'est humain. ça. Mais il faut juste essayer de ne pas rester là, puis de remettre les choses en contexte, en perspective. Puis on ne sait pas. On ne sait pas. Puis il y a des gens, tu sais, qui ont eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des bons départs. Tu sais, il y a quelqu'un dernièrement qui me disait, toi, t'es pas quelqu'un qui est rigolote. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, j'aimerais tellement ça, montre-moi comment. Oui. C'est ça. Elle a dit, si je travaille avec toi, ça va être plate parce que toi, tu ris pas beaucoup. Mais enfant, j'étais un enfant rieur. Peux-tu m'aider à le retrouver, ça, au lieu de me jeter parce que je ris pas assez? Ouais. Tu comprends? Donc, c'est ça, là. Ah là là. Fait que je veux dire, ton désir, tu sais,
de retrouver ton essence, de ton essence, justement, de quand tu étais petite. Ça se poursuit. C'est pas parce que le livre est sorti que Myriam est guérie de tout. Mais chose certaine, c'est que tu vas aider énormément de personnes. Puis je me sens très privilégiée, Myriam, que tu acceptes de t'ouvrir. Ça fait du bien. Ça fait mal, mais ça fait du bien de t'entendre, de te voir, puis de voir que tu es debout, surtout à travers tout ça, et que tu fais des conférences, tu donnes des conférences. Puis là, les auditeurs qui aimeraient savoir, en apprendre plus sur toi, tu as des capsules, écoute, sur YouTube. J'ai à peu près 150 vidéos sur YouTube. Là, donc, il y a beaucoup, beaucoup de ce que j'ai appris, ce que j'ai compris au fil des années qui se retrouvent là. Tu sais, c'était voulu que je commence pas dans l'œil public avec une histoire de victime, là, de montrer aux gens que il y a des outils et tout ça. Donc, ça fait des années, moi, c'est depuis le début des années 2000 que je partage sur comment on se tient debout. Là. Oui. Donc, oui, il y a énormément d'outils. J'ai un site Internet, puis je vais avoir une tournée de conférences. Aussi. Puis, écoute, je vais te la vendre, le punch en primeur, parce que j'ai pas dit aux gens, ça serait quoi la tournée de conférences qui viendrait. Pour vrai? Oui. Oui, mais ça me fait plaisir de te faire un cadeau. Merci. Ça va s'appeler Un voyage au bout de soi. Et le sous-titre, c'est un parcours de résilience. Donc, ce que je vais vouloir faire dans cette conférence-là, puis je veux faire une tournée, une grande tournée, c'est de montrer aux gens, oui, l'histoire, je vais parler de l'histoire, mais qu'est-ce qui fait qu'on perd notre pouvoir, comment qu'on le retrouve, et la résilience, c'est quoi? Ouais. Puis, tu sais, la résilience, c'est pas un lieu qu'on atteint. C'est du jour après jour, c'est un beau rodéo. Donc, on va parler de ce rodéo-là, puis c'est quoi les vrais outils, le vrai concret. Wow. Merci. Oui. Tu as ta page Facebook également, Myriam Kayser, donc Keyzer. Oui. Et puis, je vais mettre, j'ai déjà mis le lien de ton livre et on vous invite à vous procurer ce livre-là. Et le 5 mars, oh mon Dieu, s'il y en a là, qui veulent vivre une belle soirée, c'est ton lancement de ton livre Otage du silence. Merci tellement. C'est déjà fini? C'est déjà fini, Myriam. Wow. Merci vraiment. C'est un plaisir, un honneur de te recevoir. Merci, Patricia. Merci.